Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Clémence Dessus. Ancienne chargée de marketing, elle est aujourd'hui formatrice dans un CFA et la co-auteure des guides pratiques dédiés à la reconversion professionnelle Je deviens, publié par les éditions Fouché. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clémence. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc je suis formatrice, formatrice dans un CFA, c'est-à-dire donc un centre de formation en apprentissage, spécialisé dans l'hôtellerie-restauration. Donc en fait une école hôtelière. Et qu'est-ce que tu enseignes comme matière ? Alors j'enseigne une grande diversité de matières liées au diplôme que j'ai évidemment suivi donc des années auparavant. Donc, j'enseigne l'économie, le droit, la gestion, la mercatique, l'entrepreneuriat auprès d'une cible très, très variée de jeunes professionnels, puisque donc, ce sont des salariés. Donc, je vais du CAP au BTS en passant par les bacs professionnels. Donc, voilà, une cible, on va dire, de 14-15 ans à 25. Effectivement, ouais, un panel assez large. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir formatrice ? J'ai en fait travaillé, on va dire, à peu près 8 ans dans les médias et notamment la publicité. J'ai suivi des études très classiques à Dauphine, donc, qui est une faculté dans le 16e arrondissement de Paris, autour de toutes ces matières, hein, de l'économie, de la gestion d'entreprise, de la mercatique, de la communication. Des études qui m'ont beaucoup plu et que j'ai en fait totalement choisi, hein, quand je suis sortie de terminale économique et sociale à l'époque, ES. Donc, des études que j'ai beaucoup aimées. J'ai énormément appris à tout point de vue et ça me sert beaucoup aujourd'hui encore. Donc, je n'ai absolument aucun regret là-dessus. J'ai rencontré des gens super, des profs super. Ensuite, j'ai enchaîné sur un DEA à la Sorbonne où j'ai étudié la psychologie du consommateur pendant 1 an. Donc, un DEA, un diplôme d'études approfondies, on doit faire une mini-thèse à la fin. Donc, j'aimais beaucoup écrire, j'aime toujours beaucoup écrire. Et donc, ça m'avait beaucoup plu. Et après, voilà, j'ai enchaîné sur des stages de fin d'études et j'ai décroché mon premier job donc, en tant que chargée d'études dans les médias, parce que j'aime beaucoup la presse, j'aime beaucoup les livres, l'édition. Je me suis régalée à étudier justement tout ça, qui étaient les consommateurs, qui étaient les lecteurs en l'occurrence de nos magazines. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils les aimaient, qu'est-ce qu'ils recherchaient dans la presse, les centres d'intérêt, voilà. Et j'ai fait ça du coup pendant 8 ans. Donc j'ai travaillé dans un magazine de sport qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Sport Magazine, qui était un magazine gratuit. Mon premier job, voilà, j'ai rencontré des gens super, on était une trentaine, donc j'ai beaucoup travaillé avec des journalistes. Voilà, c'était une petite structure. Et puis, je suis partie au bout d'1 an et demi, 2 ans, parce que ça commençait déjà à battre un peu de l'aile, la presse gratuite à l'époque. Et je suis rentrée chez Lagardère ensuite. Donc, Lagardère, gros mastodonte média. Et voilà, et j'ai travaillé donc, chez Lagardère Publicité pendant 6-7 ans, d'abord en presse et ensuite en télévision. Ok, donc un parcours où tout allait bien pour l'instant. Tu avais l'air pleinement épanouie dans ce que tu faisais. Oui, en tout cas au départ. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment aimé ces 5-6 années. Alors, c'est vrai qu'on va dire que quand on a 18 ans, 18-19 ans, je marchais plutôt bien à l'école. Je ne suis pas quelqu'un de très rebelle. Donc, j'ai enchaîné en fait ces études, voilà, on va dire classiques. J'ai rencontré mon mari également à Dauphine. Donc, voilà, c'est des choses qui marquent. Je me suis fait des très, très bonnes amies aussi là-bas, qui sont toujours mes amies aujourd'hui.
Donc non, j'étais heureuse. J'ai rencontré des collègues formidables, vraiment formidables, avec qui on s'entendait extrêmement bien. Mais effectivement, bon, c'est un long chemin. C'est pas comme ça tout d'un coup que ça arrive, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est pas arrivé tout d'un coup. Ça m'est pas tombé sur la tête, tiens, en me levant un jour. C'est doucement, en fait. C'est un process lent de descente en termes de motivation, en termes d'implication, en termes d'intérêt au quotidien, en fait, dans le travail. Tous les jours, on se lève en se disant, bah tiens, aujourd'hui, bah, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et puis, Mm. bah, à un moment donné, au bout de quelques mois, voire quelques années, ça pose problème, quoi. Mm. Donc, il faut prendre le problème à bras le corps. Ouais, c'est ça, donc une motivation qui s'est effilochée au fil des mois, une envie de ne plus y aller, de moins y aller. C'est ça. D'autant plus que je suis quelqu'un qui essaie de travailler correctement. J'ai une conscience professionnelle, je pense, enfin voilà, comme beaucoup de gens, mais enfin, j'essaie de m'appliquer, de faire les choses correctement dans mon travail. Et donc, à un moment donné, bah, quand on s'aperçoit qu'on est vraiment de plus en plus à côté, en fait, bah, c'est compliqué. C'est compliqué de se motiver, c'est compliqué de fournir un travail de qualité parce que, en fait, ça va nous demander 10 fois plus d'énergie et de motivation pour essayer d'aller trouver en soi, finalement, la force de proposer ce qu'on nous demande de proposer, en fait, hein, tout simplement. Donc, d'aller en rendez-vous, de proposer des dossiers, donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a des missions dans notre travail qui nous plaisent beaucoup plus que d'autres. Moi, typiquement, bah, c'était accueillir les nouveaux arrivants et les former à nos outils, notamment les petits jeunes. Donc voilà, il y a des choses déjà, il y a des choses qui jalonnent le chemin et on se dit, ah, c'est ça, en fait, c'est ça qui me plaît un peu plus. Mais c'est pas très clair au départ. Donc voilà, en plus, j'ai eu mon premier enfant aussi, donc il y a des déclics aussi dans le perso qui viennent impacter le pro. Parce qu'en plus, on avait des horaires de travail, du coup, avec mon mari à 28-29 ans, à faire du 9h-19h, à pas voir notre fils, en fait, hein, tout simplement. Et puis, bah, je me suis posé la question de est-ce que j'en avais envie, tout simplement. Donc, la réponse était non. La réponse était non. Donc voilà, on a un rythme de vie à Paris qui est intense, une tension perpétuelle. Il faut qu'on soit aligné sur tout, sur être la meilleure mère, être la meilleure épouse, la meilleure collègue, la meilleure voilà. Donc c'est une pression que la société, hein, nous met, mais qu'on se met aussi soi-même, hein. Je n'incrimine absolument personne. Mais voilà, c'est des réflexions très globales qui ont commencé à apparaître. Au final, assez jeune, je vous l'accorde, parce que 28-29 ans, c'est très jeune. Donc alors là, on a tous les doutes qui arrivent. Mais non, c'est pas possible. Clémence, tu as fait 5 ans d'études qu'il a fallu financer, même si c'était pas des gros financements parce que c'était pas une école de commerce. Mais bon, quand même, c'est des sacrifices. J'ai beaucoup travaillé. J'ai une famille qui m'a soutenue. J'ai un conjoint qui m'a soutenue. Et je me suis dit, non, je peux pas faire ça au bout de 5 ans. Enfin, je peux pas déjà changer au bout de 5 ans. Et puis très honnêtement, à l'époque, la reconversion, on en parlait, mais pas vraiment beaucoup. Et dans mon entourage, je suis la première à m'être convertie. Et mon Dieu, après, dis donc, alors c'est pour ça qu'on en reparlera peut-être après, mais j'ai eu l'occasion de témoigner, puisque donc les témoignages, j'en ai fait auprès de mes amis, je pense, une bonne cinquantaine, hein. Ok, donc le premier enfant, les premières questions que tu commences à te poser. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben ensuite, ben, j'ai essayé, c'est un petit peu bizarre comme expression, mais j'ai essayé de tenir. Mais tenir, c'est jamais bon. Donc tenir pour bah, donner le change au travail. Et puis, alors par contre, pour le coup, j'ai la chance d'être très, très bien accompagnée dans ma vie personnelle, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi, mais l'entourage, c'est primordial pour se reconvertir. Mais par contre, au travail, compliqué, quoi. Et puis, à côté de moi, bah, c'est une grosse société, hein, dans laquelle j'évoluais. Bah, il y a des gens qui sont carriéristes, il y a des gens qui ont envie d'avancer, et puis, bah, il y en a, non. Et puis, bah, moi, ça a fini par se sentir. Et puis, j'ai aussi l'humilité de reconnaître qu'il y avait des gens meilleurs que moi et des gens meilleurs que moi dans ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, j'ai subi, hein, parce que c'est vraiment subi, une réorganisation
de service. Et l'idée me trottait quand même dans la tête de quitter déjà donc, l'établissement dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je ne savais pas quoi faire, hein. Donc il y avait un peu de stress. Et là, ça a été entre guillemets le déclic. C'est-à-dire que cette réorganisation du service, je l'ai très mal vécue. Et donc j'ai posé pas mes conditions. Je suis allée voir ma supérieure de l'époque et je lui ai dit, en fait, c'est ce dont j'avais besoin. En fait, j'ai eu besoin d'un élément extérieur pour me pousser dehors. Et en fait, je me suis aperçue que je l'attendais. Je l'attendais, ce déclic. J'attendais ça. Et donc, contre toute attente, je les ai remerciés. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis plus à ma place. Ça ne me correspond pas. C'est plus les valeurs du tout. Mon ADN n'est plus du tout celui-là. C'est pas moi. Ce monde n'est pas le mien, en fait. La publicité, la performance, le monde des grandes écoles où c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais tout le monde se ressemble un peu. Et non, en fait, c'était plus moi. Et ce petit déclic, hein, qui est en fait un immense déclic, va me pousser à quitter donc mon entreprise. Je me suis beaucoup renseignée parce que c'est pas comme ça, on se décide tout d'un coup. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas posé ma lettre de démission sur une table, tout simplement parce qu'il fallait que j'ai de l'argent déjà pour pouvoir vivre à côté. Donc, je me suis énormément renseignée. J'ai été accompagnée par un avocat. Et en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, à l'époque, elle était peu demandée. C'était une procédure qui était nouvelle. Alors, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout, puisque donc c'était pas du tout la politique du groupe. Et c'est pour ça aussi que je me posais pas mal de questions. La question financière est quand même une grande question dans la reconversion. Ça fait un peu vénal de parler de ça, mais non, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc oui, il faut en parler quand on se reconvertit. Ça pèse beaucoup dans la balance. Autant dans la reconversion, donc c'est-à-dire autant dans le temps que vous allez allouer à votre reconversion, ça peut être des semaines, des mois. Moi, entre la fin de mon travail, donc mars 2013, et le début de l'autre, il y a eu 2 ans. Voilà, cette question de l'argent, elle est importante. Donc, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle au cours d'un entretien qui est assez mythique. Mais voilà, il y avait la responsable des ressources humaines de l'époque était absente pour congé de maternité et c'est elle qui tenait les rênes du groupe. Et en fait, je suis tombée vraiment sur une personne qui la remplaçait, d'une humanité incroyable. Et cette dame, je lui ai pensé à sa fille, qui était exactement dans le même process, le même questionnement, les mêmes doutes, les mêmes peurs, hein, parce qu'il y a de la peur aussi. Il y a beaucoup de doutes, surtout quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. On a des idées, moi j'avais des idées, j'avais des pistes, parce que j'ai toujours eu l'enseignement au fond de moi. Ma mère est prof, mon père a été prof, enfin, on est une famille, voilà, j'ai toujours grandi là-dedans, donc c'est pas la question, mais franchement, on n'y pense pas vraiment quand on est en plein dans le tunnel, là, et dans la roue, là, on a l'impression d'être un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis quand la roue ne s'arrête pas. Et au final, cette dame, j'ai tout donné hein, pendant cet entretien, et elle me dit, je suis vraiment désolée, je ne peux rien faire. Bon, et puis je me lève, je me retourne, je la remercie beaucoup, et je lui dis qu'au moins, elle m'a écoutée. Elle m'a écoutée défendre mon projet, et en fait, elle a juste m'écouter, en fait, c'était hyper important à cette époque-là. Je me suis dit que je n'avais pas tout perdu. Et là, je mets la main sur la poignée de la porte, et elle me dit, attendez. Et au moment d'ouvrir la porte, je me retourne et elle me dit, je crois que pour vous, je vais faire une exception. Cette phrase, je m'en souviendrai toute ma vie d'ailleurs, je vous la redis vraiment là, telle qu'elle est. Et là, je me retourne, j'ai dit, pardon. Et elle me dit, je crois que vous avez quelque chose au fond de vous et il faut que ça sorte. Alors là, je suis un peu scotchée et en fait, j'ai même envie de pleurer parce qu'en fait, elle m'a libérée, mais de plein de choses. Elle m'a libérée de ces 8 années où je me posais des questions déjà. Pas forcément au départ, très clairement, mais en fait, dans son regard, elle m'a dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles, Clémence. Tu as un truc à faire. On ne sait pas quoi. Mais vas-y, lâche-toi, en fait. Elle m'a libérée dans le sens vraiment libérée, quoi. Et donc là, voilà, j'ai fait mes papiers. On a accepté ma rupture. Et après, je suis revenue la voir, je l'ai beaucoup remerciée. Et c'est là où elle m'a dit que sa fille vivait la même chose. Et elle m'a dit, je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas répondre non. Là où c'est hyper important, c'est qu'il y a aussi une deuxième chose qui est pour moi, qui a été fondamentale, c'est que je suis un caractère profondément optimiste et je suis persuadée qu'à l'intérieur des gens, il y a plein de choses positives.
Et les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont rendu possible cette reconversion. Et je le savais depuis le départ. Et ça, je la remercie encore aujourd'hui. Je me souviens plus de son nom en plus parce que c'était une remplaçante de la responsable RH de l'époque. Mais elle sait pas ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait des belles choses. Bon, après, il y a de l'administratif qui se met en route. Bon, ça, c'est du classique. Je passe ça, mais c'est vrai que c'est important de savoir comment on part aussi d'une entreprise, parce qu'il faut bien partir. Il faut partir de la tête un peu claire en ayant le devoir, enfin voilà, l'idée du devoir accompli. Moi, c'était important pour moi de tourner bien la page, parce que je savais que je ne reviendrais pas. Pour le coup, c'était une certitude. Mais là, pareil, la peur, le doute de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je quitte le monde professionnel, je ne sais pas où je vais. Bon. Donc, je fais mon pot de départ avec mes collègues que j'adore. Je pleure beaucoup. Je suis très émue parce que c'est des moments importants d'une vie. Et j'ai été heureuse quand même. J'ai rencontré des gens vraiment bien. Mais c'était moi qui n'étais pas bien, en fait. C'était moi qui n'étais pas alignée. Ils n'y pouvaient rien. Et là, je me dis, waouh, je saute dans l'inconnu. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas pourquoi faire. J'ai un petit garçon qui a 2 ans, 3. J'ai un mari qui me soutient. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, je le redis. C'est très important. J'ai ma famille nucléaire aussi, mes parents, mes frères et sœurs qui voient que je suis pas heureuse, que je suis pas épanouie et qui me disent, bah, écoute, vas-y, tente, ose. Le maître mot, c'est vraiment oser. Je me dis, bon, bah voilà, allez, j'y vais, je saute. Et donc, voilà, bah, j'ai sauté. Je suis allée à Pôle emploi, la première étape, pratico-pratique. Et puis là, je suis tombée sur, voilà, j'ai beaucoup parlé à mon conseiller. Alors, Pôle emploi, tout le monde a un avis un peu partagé. Moi, ils m'ont beaucoup aidé personnellement. Ils m'ont déjà, en fait, bah, ils ont vu que j'étais un peu paumée. Très, voilà, ça c'est sûr. Et donc, ils ont eu l'intelligence de me proposer de faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences m'a énormément aidée. J'ai été coachée en fait par une coach professionnelle spécialisée en transition qui venait du Canada. Et en fait, cette coach m'a accompagnée donc, pendant 10 séances, une fois par semaine pendant 1 heure, donc à peu près 2 mois, 3 mois. Et entre toutes ces séances, j'avais du travail personnel à fournir. Donc j'avais un fascicule papier d'une, on va dire, quarantaine de pages sur lesquelles il y avait des exercices. Donc, le bilan de compétences était séparé en 3 parties. Le mien, j'avais des petites idées en tête. Donc, le driver de mon bilan de compétences, c'était confirmer son projet professionnel parce que j'avais 2, 3 idées en tête, dont l'enseignement et l'édition. Donc, mon idée, c'était pas tant oui, j'ai sauté dans l'inconnu, mais ces pistes, elles étaient quand même au fond de moi. Et je me suis dit, je vais les travailler. Je vais aller creuser, je vais voir. Et donc, ce bilan de compétences, en fait, m'a servi à plein de points de vue, enfin, à plusieurs niveaux. Ces 3 parties, donc la première partie, c'est qui vous êtes. Alors, qui je suis, quelles sont mes valeurs, quel est mon ADN, qu'est-ce qui me porte dans la vie. Donc là, vraiment, une introspection, une plongée vraiment dans soi, dans ce qu'on a envie de faire, dans les motivations, dans notre vision du monde, dans la place qu'on veut prendre dans ce monde, qu'est-ce qui nous anime. Donc voilà, plein de questions très concrètes, puisqu'on a donc des exercices qui nous aident à y voir plus clair. Cette première partie, elle est fondamentale. Je me suis aussi donc accompagnée en parallèle sur cette première partie par un livre qui a été écrit par Nicolas Pourprin, qui est vraiment quelqu'un qui a énormément agi dans le soi, la recherche du soi. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, j'avais acheté ce livre à côté, qui m'avait été, que j'ai trouvé en surfant sur Internet. Et ça s'appelle « Devenez ce que vous êtes ». Alors, bon, là, il y avait du boulot. Mais, donc voilà, avec ces 2 outils, du coup, j'ai fait cette première partie de bilan. Et ça m'a aussi permis, très honnêtement, de me sentir, en fait, d'évacuer un petit peu les choses que j'avais accumulées pendant 5-6 ans, qui étaient plutôt négatives. Ces échanges m'ont énormément construite, m'ont énormément enrichie, parce qu'en plus, on m'écoutait, on me challengeait, parce qu'attention, il y a beaucoup de challenges dans ces choses-là. Si on le fait sérieusement, évidemment, c'est toujours pareil. Mais donc, entre chaque séance d'1 heure, j'avais du travail. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Et à chaque fois, on revenait sur ce travail
Elle allait encore me creuser à l'intérieur pour savoir ce que j'avais et ce qu'il fallait que je sorte encore. Donc, il y a un petit côté psy aussi, quand même, qui est important. La deuxième partie, on commence à travailler un peu sur le professionnel. Donc, cette partie, elle est extrêmement opérationnelle, j'ai envie de dire. On parle des compétences qu'on a acquises, pardon. On parle des métiers, voilà. On parle des difficultés qu'on a traversées, auxquelles on a dû faire face. On parle des qualités, des compétences, des savoir-faire, techniques, métiers, du savoir-être aussi. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le concret du quotidien d'un métier. Et puis, bah, évidemment, à la fin, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Et qu'est-ce qu'on veut lâcher et qu'est-ce qu'on veut garder? Puisqu'il y a toujours des choses à garder. La reconversion, c'est pas on jette tout. Enfin, pour moi, pas du tout. En tout cas, ça n'a pas du tout été mon cas. Et c'est ce que m'a apporté le bilan de compétences. C'est ce qui m'a dit qu'est-ce que vous pouvez garder et qu'est-ce que vous souhaitez garder et qu'est-ce que vous souhaitez reprendre dans votre métier d'après. Parce que très honnêtement, moi, mes 5 années d'études, je les avais aimées. J'y ai appris plein de choses. Et mes 8 ans aussi. Mes 8 ans aussi, j'avais pas envie, et ça, c'était très clair dans ma tête, de jeter ça. Autour de moi, donc j'ai beaucoup ensuite écouté de personnes qui voulaient se reconvertir. Il y en avait qui étaient en rupture totale avec ce qu'ils avaient connu avant. Et moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai voulu trouver un métier dans lequel je pouvais réutiliser quand même certaines choses. C'est important parce que du coup, ça définit un petit peu quand même ce qui va se passer après. Donc voilà, donc ce bilan, cette deuxième partie pratico-pratique, on va dire, est très professionnelle, vient évidemment se mélanger et vient compléter la première qui était plus une introspection personnelle. Et là, je me souviens de quelque chose qui m'a pas mal marqué dans cette partie-là, c'est qu'en fait, on demande à des personnes extérieures, donc dans des anciens collègues et des amis, des gens de la famille, on leur demande un feedback. Je peux vous dire qu'on apprend beaucoup, pas forcément que du positif, parce que il faut que ça soit honnête, sinon, voilà, pas très intéressant. Mais typiquement, voilà, quelles sont les 3 grandes qualités de Clémence? Quels sont ses 3 défauts? Qu'est-ce qui fait que vous l'embaucheriez? Ou au contraire, voilà, enfin, plein de petites questions comme ça qu'il faut donc évidemment envoyer soi-même aux personnes en question. Et puis, il faut accepter les réponses. C'est vraiment un bilan, pas que de compétences. C'est bien plus vaste, bien plus large. Alors, je me suis donnée à fond, moi, parce que, et c'est ce qu'elle m'a dit après, ma coach, elle m'a dit, voilà, tout le monde ne joue pas le jeu forcément comme vous. Mais moi, c'était vital. Moi, je voulais qu'il en sorte quelque chose de ce bilan. La troisième partie du bilan de compétences, c'était cette fameuse partie projet professionnel. Et donc, je suis au point où on va réfléchir à un projet professionnel. Donc là, l'idée, elle est très claire. Elle m'a été énoncée dès le début de cette période-là. C'est, il faut, Clémence, que tu ressortes avec 3 pistes professionnelles. Donc, 3 pistes professionnelles. Là, on a un petit peu de stress. On se dit, mais non, je ne suis pas prête. Aïe, 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 aïe. Mais bon, à un moment donné, il faut y aller. Et donc, j'y vais. À l'aide de tous les exercices qui ont été évidemment travaillés longuement et puis à l'aide de ces échanges qu'on a eus tous ensemble, puisque donc c'est un travail un peu commun, il y a 3 pistes qui sortent de ce bilan. La première piste, c'est l'orthophonie. La deuxième piste, c'est l'enseignement. Et la troisième piste, c'est l'édition. Donc, j'étais pas très, très éloignée de mes centres d'intérêt, en fait. J'étais, hyper rassurée. Et 2, je me suis dit, en fait, voilà, je pense que le naturel revient au galop, on a ça en soi. Et à un moment donné, ça ne sert à rien de se cacher. En même temps, je suis repartie avec mes 3 pieds sur le bras et puis c'est fini après. Allez à Jacta Est, j'ai envie de dire, c'est à nous de faire tout le travail. Mais ce bilan, il a été fondateur dans ma reconversion. J'ai eu la chance d'être très, très bien accompagnée par quelqu'un avec qui j'ai eu un vrai, vrai, vrai feeling. Je me suis très bien entendue avec elle. Je pense qu'elle avait à peu près mon âge. Et elle a su trouver les mots, à la fois pour me rassurer et puis pour me faire avancer, ce qui est important. Parce que des gens peuvent des personnes sûrement peuvent se reconvertir de manière naturelle comme ça, c'est clair, en 3 semaines. Moi, ce n'était pas mon cas. J'avais besoin d'être accompagnée, écoutée, challengée et c'était important. Je suis repartie avec mes 3 pistes sur le bras et puis là, je me suis dit, voilà, on était en juin à peu près de 2013. Je me suis dit, c'est à moi de jouer. J'ai laissé passer l'été et dès septembre, je suis partie à l'attaque, quoi. Je suis partie à l'attaque. Ça veut dire quoi? Première piste, orthophonie.
On y va. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir, parce que c'est du concret, une reconversion. C'est vraiment du concret. Je le raconte d'ailleurs dans un guide où justement, je raconte tout ce parcours. Là, je me dis, j'ai fait 5 ans d'études. Est-ce que je peux déjà récupérer une partie? Donc, il y a la question quand même de la formation. Donc, il y a la question de l'accessibilité au métier. Est-ce que je dois reprendre des études? Est-ce que je ne dois pas reprendre des études? Est-ce que j'ai envie de reprendre des études? Est-ce que je n'ai pas envie? Si oui, combien de temps je m'alloue? Donc, c'est des vraies questions qui sont fondamentales et je ne suis pas toute seule dans la balance. Donc ça, c'est une question que je ne m'étais pas forcément posée au départ. Et puis là, quand on est devant le mur, il faut y aller, il faut prendre une décision. Donc, je suis allée voir le doyen d'une fac de médecine à Paris, puisque c'est quand même lié à des facs de médecine, tous ces superbes métiers de paramédical, on va dire. Et en fait, j'ai donc, il n'y avait aucune possibilité de récupérer des matières, donc il fallait que je reparte, grosso modo, pour un concours extrêmement exigeant et 5 ans d'études. Là, ça a été un peu la douche froide. C'est très dur. J'ai rencontré aussi beaucoup d'orthophonistes. J'ai assisté à des séances d'observation. J'ai passé des journées dans le cabinet. Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai 40 ans cette année. J'en aurai 18 aujourd'hui. Je pense que c'est ce que je ferai. Voilà. J'ai adoré, mais j'ai adoré le travail des mots, jouer avec la linguistique, les jeux, la pédagogie. En fait, c'est exactement, je pense, ce que j'aurais voulu faire quand j'avais 18 ans. Mais l'orthophonie, c'est pareil. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas vraiment. Voilà, tous ces métiers-là, c'était pas vraiment. On n'allait pas d'emblée vers ça. Aujourd'hui, et c'est très bien, c'est très, très bien. Aujourd'hui, on manque d'orthophonie à tous les coins de rue. Voilà. J'aurais énormément aimé, mais le côté réaliste de la chose m'a rattrapée quand même. Donc, j'ai fermé cette porte. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, puisqu'il faut caler les rendez-vous, il faut aller rencontrer les gens, et puis mes séances d'observation, voilà. Donc, En parallèle, j'ai mené évidemment les 2 autres pistes. Donc, la piste de l'enseignement, et la piste de l'édition. Alors, la piste de l'édition, je vais revenir sur cela avant, puisque donc, je l'ai rapidement fermée également. J'ai envoyé des lettres de motivation dans toutes les librairies du monde. J'ai, du 17e, parce que j'habitais dans le 17e. Voilà. J'ai rencontré des gens formidables, pareil. Mais là, compliqué l'édition, très compliqué. Le papier, en fait, là, c'est plus, comment dire, l'état du marché et la dynamique qui m'a un peu freinée. Tout le monde m'a dit que c'était très, 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 très compliqué et que pour s'en sortir, c'était dur, quoi. Donc là, pareil, j'avais préparé un guide d'interview, en fait, à ma sauce, mais que j'emmenais partout et qui m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'ai pu savoir comment, par exemple, se passait une journée typique, un quotidien, les difficultés, les points forts, les points faibles, les qualités, tout ça. Et donc, à chaque fois, j'avais le même guide pour toutes les personnes. Et donc, ça plus quand même de passer des journées dans le quotidien de la personne, vous vous rendez compte de la difficulté que c'est parfois. Donc, j'ai fermé cette piste-là. Et puis, il restait la dernière, qui est finalement celle dans laquelle je suis aujourd'hui, mais qui n'a pas été non plus très simple, puisque l'enseignement, c'est vaste. Donc là, on est en janvier 2014, janvier-février 2014. Et l'enseignement, là, il faut se poser les bonnes questions. L'éducation nationale, c'est quand même un sacré monde. Et puis, je suis quelqu'un de très libre. Donc, je suis quelqu'un qui a goûté au monde de l'entreprise, qui a aimé ça. J'ai des parents qui ont été profs. J'ai des copines institutrices. Une belle-mère institutrice. Donc, je vois aussi ce qui se passe à côté. Moi, ce que je voulais, et j'en étais assez sûre pour le coup, c'était travailler avec des jeunes, mais des jeunes, pas des petits, des jeunes. Je trouve qu'il y a une force de vie dans la jeunesse qui est immense. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, pas forcément très positives sur cette jeunesse. Ils sont individualistes, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils sont tout le temps branchés sur leur portable. Pourtant, c'est une jeunesse qui est hyper engagée, hyper impliquée, qui n'a jamais été aussi engagée et impliquée dans des grandes causes que nous l'avons été, nous, par exemple.
Et c'est des jeunes qui ont une créativité immense. Mais il faut leur laisser la place. Et il faut leur laisser des moyens de l'exprimer. Et ces jeunes-là, il faut aussi leur apporter, les insérer dans le travail. Et j'avais très envie de travailler avec une classe d'âge particulière. Enfin, en tout cas, j'étais attirée par une classe d'âge particulière qui est cet âge où, dans leurs yeux et dans leur tête, tout est possible encore. C'est-à-dire que quand on est au lycée, enfin, à peu près 15-18 ans, quoi, et ensuite quand on bifurque sur le post-bac, on a plein d'envie, on a plein d'espoir, et on a envie de grandir. On a plein d'idées en tête. En même temps, on est encore un peu jeune et on se pose plein de questions. Et ça, moi, j'avais envie, à ma toute petite échelle, on s'entend, à la méthode du colibri, hein, qui veut essayer d'éteindre l'incendie, mais d'avoir un petit rôle à jouer, en fait, en termes d'orientation, en termes de confiance en soi, en termes de transmission, pour les aider, en fait, à devenir un peu adultes et à prendre leur place dans le monde d'aujourd'hui. Alors, ça paraît des grandes phrases, mais j'ai eu l'immense chance, et je suis obligée d'en parler parce que c'est pour moi, c'est très fondateur de ce que je suis aujourd'hui. J'ai évolué dans un collège et dans un lycée assez particulier. Ce sont les centres Madeleine d'Anilou. Et les centres Madeleine d'Anilou, ce sont des centres créés par cette jeune femme, Madeleine d'Anilou, elle s'appelait, pour promouvoir et donner l'accès à l'éducation aux jeunes filles. Ce sont donc des lycées et des collèges non mixtes, entièrement dédiés à l'éducation des jeunes filles de l'époque et d'aujourd'hui. Donc c'est assez rare pour être noté, puisque donc ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Alors, je ne débattrai pas ici de la mixité ou pas mixité, ce n'est pas l'enjeu. Et chacun est complètement libre d'avoir sa position sur le sujet. Par contre, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est que ces dames, qui sont féministes avant l'heure en fait, hein, elles ont dans leur façon de voir le monde une chose très particulière qui est le service aux autres. Elles disent qu'aujourd'hui, il faut prendre sa place quand on est une femme, en tant que femme, qu'épouse et que travailleuse. Le monde ne peut pas tourner sans les femmes et sans les hommes, et bien évidemment, ce n'est pas la question. Alors, en plus, aujourd'hui, sociétalement, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Donc, elles étaient vraiment précurseurs. Et en fait, elles nous ont, dès la 6e, elles nous ont dit que notre intelligence devait être mise au service du monde, mise au service des autres, et qu'on ne pouvait pas s'en sortir sans la solidarité, sans l'amour du prochain et sans donner. Alors, ça peut paraître des mots complètement abscons et voilà, mais non, en fait. Tous les ans, par exemple, on devait s'engager, on va dire, dans une association, dans une activité, mais qui était associative. Et donc, toutes les jeunes filles qui passent par ce collège et ce lycée ont dû développer une fibre d'accompagnement, d'aide et de don de soi. Et ça a été, mais pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, extrêmement important. Donc, voilà, ça a été, par exemple, faire du soutien scolaire dans les zones défavorisées, aller pendant les vacances scolaires dans le 93 pour faire jouer des enfants, faire des ateliers de lecture. J'ai aussi la chance d'avoir appris le braille, par exemple, et donc j'ai pu créer une bibliothèque et des j'aime lire en braille. Et je raconte ça pourquoi? Parce que du coup, dans ma réflexion de la reconversion, c'est évident, ça m'est revenu en boomerang, mais tellement évident. Donc, j'ai commencé à avancer sur cette piste de l'enseignement. Et puis, je me suis dit, mais Clémence, quand même, tu as été dans le privé, dans l'enseignement privé. Tu as bénéficié d'un accompagnement d'extrême richesse et d'extrême compétence et exigence, hein, parce qu'il ne faut pas croire. C'était très exigeant. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas dans le privé? Est-ce que tu vas dans le général? Est-ce que tu vas refaire ce que tu as connu? Alors, il en faut. Et Dieu merci, j'ai des amis qui le font. Mais en fait, je me suis dit non. Moi c'est pas là. On n'a pas besoin de moi ici. Alors, où est-ce qu'on a besoin de moi? C'était vraiment ça. J'attendais qu'on m'appelle. Et j'ai beaucoup discuté avec une de mes... les rencontres font beaucoup, 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 hein, je le redis, dans la reconversion, dans le cheminement. Et il ne faut pas hésiter à pousser les portes. Il ne faut pas hésiter à appeler, il ne faut pas hésiter à contacter sur LinkedIn, autres. C'est très important. Et les gens sont contents en plus de parler. Hein, donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et je le redis d'ailleurs, si tant est qu'il y ait des personnes qui soient intéressées par ce métier-là, qu'ils n'hésitent pas.
Et en tout cas, donc, j'ai parlé beaucoup avec cette personne et elle m'a dit une phrase pareille que j'oublierai pas. Elle m'a dit, mais Clémence, on n'a pas besoin de toi ici. Réfléchis à ce que tu veux faire, mais il y a des gens qui ont besoin de toi ailleurs. Ah, bon, donc là, c'était réglé. Je me suis dit, OK, c'est pas le général, c'est pas le privé public, hein, parce qu'il faut choisir quand même à un moment donné. Il y a des choix concrets qu'il faut faire. Donc, j'ai bifurqué vers le technologique. Le technologique, là, pareil, il faut passer un concours, il faut faire une formation. Puis bon, dans le 92, là où j'habite, il y avait un poste. Ah, je me suis dit non, je vais pas. Non, non, non. Là, j'avais mon deuxième enfant qui est né entre-temps. Non, j'étais enceinte, pardon, de mon deuxième enfant. Je m'étais dit non, hein, je vais pas m'embarquer dans un concours que je suis pas sûre d'avoir pour en plus me retrouver en concurrence avec plein de gens pour un poste en éco, droit, gestion, en STMG. À l'époque, c'était donc les matières un petit peu technologiques. Donc non. Et puis, j'avance. Là, je crois qu'on est, je sais plus, on va dire en mai-juin, quelque chose comme ça, 2014. Et puis, donc je laisse passer l'été, pareil. Septembre, je reprends d'arrache-pied. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'avance. Parce qu'on a des moments de flottement. Hein. Ces moments de flottement, c'est des moments qui ne sont pas évidents à gérer parce qu'on doute et puis on se dit, mince, j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même mes droits au chômage qui courent. Hein. On a quand même, pas une épée de Damoclès, je suis pas, quand même, il ne faut pas exagérer, mais ça travaille quand même. Hein. Ça travaille intérieurement. Ça fait déjà 1 an que je suis partie, 1 an et demi. J'ai toujours pas de boulot. Bon, donc on sent quand même l'échéance qui arrive 6 mois après. Donc là, on me remet un grand coup de collier. Et donc, là, je vais tous azimuts. J'envoie des mails partout, je téléphone à plein de gens. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de trouver l'étincelle, le truc qui va me dire, oui, c'est ce métier que je veux faire. Et puis, donc voilà, bon, le temps passe un peu, et puis bon, j'étais enceinte et il y a eu des complications. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais donc j'accouche en janvier 2015 de mon petit garçon, donc Nathanaël. Là, pareil, je me dis, bon, là, il faut que j'avance. C'est ça que je veux faire. Je ne sais pas encore tout à fait sous laquelle forme. Je sais que je veux aller dans le professionnel parce qu'au final, je veux garder ce côté entreprise et je veux, voilà, lycée pro ou CFA, je ne sais pas encore, mais le côté opérationnel me plaît. Donc, voilà, je raconte un peu ma vie, mais pendant les tétés nocturnes de mon fils, je postule à mes heures perdues entre la fatigue et voilà, mais la nuit porte conseil. Et puis j'ai une tante, une de mes tantes, qui vient voir mon petit un jour et puis qui me dit, mais Clémence, tu sais, j'ai une amie, 3e rencontre, j'ai une amie qui travaille dans un CFA. Oh, je lui dis, c'est pas possible, c'est vrai, c'est quoi un CFA? Non, mais vraiment, je connaissais pas en plus. Hein. Elle me dit, bah, si, tu sais, c'est les centres de formation en alternance. Donc là, oui, je reconnecte, je fais, ah oui, bien sûr. Voilà. Bon, la grossesse et l'accouchement, parfois, on perd un peu les neurones. Donc, je reconnecte assez rapidement. Elle me dit, écoute, appelle-la de ma part. Et donc, j'appelle cette dame. Et en fait, je la vois pendant 1h30. On discute pendant 1h30. Elle dirigeait à l'époque, parce qu'elle a changé maintenant, mais le CFA de coiffure esthétique à Nanterre. Donc, je me suis déplacée. Elle m'a reçue. Au bout d'1h30, je me suis levée. Mais je me voyais dans toutes ces phrases. C'est-à-dire que tout, c'est-à-dire le quotidien qu'elle me proposait, les jeunes qu'elle avait en face d'elle, les valeurs qu'elle promouvait, c'était très, très important. Les valeurs du travail, de l'exigence, de la transmission, de la pédagogie, de l'accompagnement, en fait, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, qui ne demandait qu'à éclore, en fait. Et là, je me suis dit, c'est dingue, c'est trop ça, quoi. Donc là, j'avais trouvé, ça y est, vraiment l'éclair, les trucs qui me disent, mais oui, c'est ça. Donc, j'ai postulé partout, dans tous les CFA de la région. Et j'ai été reçue. J'ai été reçue, mais alors du jour au lendemain, hein, ça on en reparlera peut-être, mais dans cette école hôtelière où je suis encore aujourd'hui, sans aucune formation, enfin sans formation IUFM ou autre, hein, j'entends, sans passer de concours, puisque donc le professionnel, on nous demande d'avoir 5 ans d'expérience dans la matière que l'on veut enseigner.
Et par contre, évidemment, un diplôme au moins équivalent aux matières qu'on veut, donc, au niveau dans lesquels on veut enseigner. Donc, du jour au lendemain, j'ai signé un CDI sans jamais avoir enseigné dans une école hôtelière. Et là, c'est une autre histoire parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et donc aujourd'hui, ça fait quoi, 6-7 ans que tu travailles dans ce CFA ? Exactement. Alors justement, comment ça s'est passé ces débuts où tu arrives sans aucune formation de formateur, juste avec ton expérience professionnelle de chez Lagardère ? J'ai énormément travaillé. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'on ne se reconvertit pas comme ça en claquant des doigts. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, mais la motivation est là. Donc, à partir du moment où on a la motivation, c'est vrai qu'on va plus vite, on est plus efficace, on est plus engagé, donc forcément. Et j'ai été aidée en interne, pas beaucoup, mais quand même un peu, juste ce qu'il faut pour partir, pour décoller. Et puis après, vous allez me prendre pour une... voilà. Mais j'ai acheté tous les livres de gestion, d'économie, de droit, de bac pro et de BTS qui existaient sur le marché et j'ai fait tous les exercices. J'ai construit tous mes cours. J'y ai passé des nuits, voilà. Pendant l'été, évidemment. Alors, j'avais signé mon contrat en avril, donc avril, mai, juin, juillet, août, j'ai fait ça pendant 5 mois et j'ai adoré. Donc, ça m'a confirmé que c'était le bon choix. Et puis, je suis rentrée donc dans le CFA. Alors, l'alternance, c'est un rythme très, 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 très particulier. La rentrée se fait un peu plus tôt, elle se fait en août. Et puis, on change de classe, en fait, tous les 15 jours. Donc, on découvre 300 élèves d'un coup. Bon, on va peut-être reparler après, effectivement, des points, des difficultés et des points positifs, mais il y en a beaucoup dans les deux cas, mais il ne faut pas idéaliser. Attention, les reconversions, c'est toujours pareil. Faut pas... Tout n'est pas rose ou tout n'est pas noir, mais le juste milieu est toujours la solution. Donc, j'ai énormément travaillé. Je me suis énormément investie et j'ai commencé. Alors, j'ai fait une nuit blanche le premier jour, la veille de ma rentrée scolaire, puisque c'était vraiment une rentrée scolaire. Ah là, j'étais pas... Non, j'étais pas... C'était dur. Et puis, quand j'ai franchi... le premier jour où, quand j'ai franchi vraiment le seuil de ma porte, pour rencontrer pour la première fois mes élèves et faire ma première heure de cours, j'étais extrêmement stressée, mais j'étais aussi extrêmement émue et quand même un peu fière de moi parce que il y avait 2 ans derrière, 2 ans de travail, d'implication et d'énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie de se reconvertir. Et de toujours croire que voilà, on va y arriver en fait. Il faut absolument essayer. Il faut croire en ce qu'on veut faire. Et en fait, tout ça, c'est un peu ressorti ce jour-là. Et j'ai eu du mal à me calmer. Et je l'ai raconté en fait à mes apprentis. Je leur ai dit, écoutez, c'est mon premier jour. Soyez indulgents. Et en fait, ils ont super bien réagi, ils m'ont applaudi. Et ils ont fait chapeau, madame. Et rien que ça, en fait, je me suis dit, c'est bon, je suis à ma place. 8 ans plus tard, j'ai jamais, jamais douté et je suis toujours à ma place. C'est émouvant. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton métier ? C'est la relation qu'on a avec les jeunes, en fait. C'est une relation pas du tout de copinage. J'insiste énormément parce que c'est pas du tout du copinage, tout ça. C'est cette relation de transmission, d'accompagnement, de transmission, donc évidemment des connaissances, puisque notre rôle premier, c'est la pédagogie. On est là pour leur transmettre des compétences et des connaissances. Aujourd'hui, on est vraiment, le monde professionnel, et c'est ça que j'aime d'ailleurs, parce qu'on est câblé, on est accroché au monde professionnel quand on est dans l'alternance. Puisque 15 jours, ils sont dans un restaurant ou un hôtel, moi parce que je suis en hôtellerie-restauration, et en fait, ils reviennent avec leur expérience. Et puis pendant les 15 jours où on est en cours, on se nourrit de cette expérience-là pour aussi, évidemment, nous, leur transmettre ce qu'on doit leur transmettre, puisque donc il y a des diplômes à la fin, il ne faut pas non plus, voilà. Et tout ça, en fait, est un jeu de complémentarité exceptionnelle. Et j'adore, en fait, ça. J'adore cette complémentarité-là qu'on a avec le monde professionnel. Et puis, j'aime énormément ces jeunes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces jeunes qui ont une soif d'apprendre. Parce que, très honnêtement, qu'on soit dans le professionnel, dans le technologique ou le général,
Devant nous, on a des jeunes. Voilà, point. On a des jeunes alors oui, qui arrivent de partout, mais pas plus difficile que d'autres. Enfin, moi, je suis pas du tout dans les clichés, donc j'adore les jeunes avec qui je travaille. Et parce que ce sont des salariés qu'on a en face. Donc, c'est pas du tout le même positionnement. On est vraiment dans un accompagnement et puis on échange énormément. Moi, sur ma vie professionnelle, justement, d'avant, d'où l'intérêt d'avoir fait ce cheminement aussi là. Je pense qu'il était nécessaire pour moi et il apporte beaucoup aux jeunes d'être passé par l'entreprise finalement avant. Et donc, ce monde professionnel, ces jeunes et ce métier sont super, quoi, sont très riches. J'ai une reconnaissance quasi quotidienne, ce que je n'avais jamais avant, qui a beaucoup aussi voilà, beaucoup agi dans mon départ. Là, la reconnaissance, elle est quasiment instantanée. Et le monde aujourd'hui, il manque beaucoup de ça. Beaucoup, beaucoup, de la reconnaissance des managers. Et là, la reconnaissance, elle ne vient pas du management parce qu'on est très seul. C'est un point un peu négatif sur lequel on peut revenir après, on va pouvoir revenir. Mais par contre, la reconnaissance, elle vient des jeunes que vous avez en face de vous. Et ça n'a pas de prix. Alors justement, quelles sont les difficultés de ce métier de formatrice? Alors, des difficultés, il y en a, bien évidemment, comme dans tous les métiers. Bon, ça, c'est évident. C'est juste que ces difficultés, je pense être plus à même à les assumer aujourd'hui. En tout cas, elles sont assumées. C'est-à-dire que je les ai choisies, ces difficultés, dans cette reconversion. Chose que avant, quand on a 18, 19 ans, on embraye sur des études, voilà, bon, et puis on prend un petit peu plus dans la figure, de par un manque de maturité, de par plein de choses, hein, voilà. Aujourd'hui, à 32, 31, 32, quand je m'étais reconvertie, je ne les ai pas forcément toutes vues non plus, mais un petit peu plus quand même, parce que j'avais fait pas mal de séances d'observation, beaucoup suivi de profs, et puis bon, mes parents l'étaient aussi, donc voilà. Donc les points noirs, le salaire. Quand on se reconvertit, il faut penser à ça quand même. Moi, je savais que je faisais une croix totale sur mon salaire, que j'ai divisé par 2, voire 3 pour certaines personnes. En plus, moi, je ne suis pas dans l'éducation nationale au sens propre, puisque je ne suis pas donc enseignant ou professeur des écoles. Je suis formatrice, c'est-à-dire que je suis en CDI, payée par une association, puisque nous sommes une association qui œuvre pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail et pour le développement des jeunes, l'accompagnement. Bon, je vous laisse, je vous laisse deviner la hauteur des salaires. Donc ça, c'est quand même un point important qu'il faut avoir en tête quand on se reconvertit. Et ce n'est pas négatif de dire qu'aujourd'hui, on veut un certain niveau de vie. Il faut l'assumer. Enfin, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Moi, j'ai eu la chance immense d'avoir un mari qui peut, aujourd'hui, en région parisienne, très honnêtement, compléter ce que je peux faire là aujourd'hui. Sans lui, je n'aurais pas pu me reconvertir, c'est sûr. Et c'est très malheureux. Le deuxième point noir que j'avais un petit peu sous-estimé, c'est la fatigue physique et nerveuse un peu quand même. Donc, évidemment, je quittais un environnement de travail où j'étais assise derrière un bureau sur une chaise 7-8 heures par jour. Je ne dis pas que c'est mieux, hein, mais il y a eu un vrai changement de cap. Donc là, je suis debout donc toute la journée. Je monte et je descends des escaliers, je change de salle à chaque heure. Je passe entre les rangs. Et donc, oui, il y a vraiment une fatigue que je n'avais pas vraiment, pour le coup, entrevue à ce point-là. Donner 1 heure de cours, c'est extrêmement fatigant parce que ça demande un engagement personnel d'envergure, d'autant plus qu'on est sur une population qui a choisi de travailler, donc qui est professionnelle et pour qui, disons-le, le scolaire, ce n'est pas vraiment leur truc. L'école, ils n'aiment pas trop, quoi. Donc, il faut essayer d'être extrêmement créatif, extrêmement pédagogue, beaucoup de bienveillance aussi, beaucoup de patience pour arriver à faire 1 heure de cours. Et du coup, ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est le deuxième point noir, peut-être la fatigue. Et le troisième, je dirais que j'ai assez identifié, c'est le fait de travailler seul. Alors ça, pour le coup, au départ, je le recherchais parce que j'aime bien être, seule, pourquoi pas, enfin travailler en tout cas en individualité. Mais là, en fait, quand vous êtes formateur ou prof, alors oui, vous avez vos collègues,
Mais au final, vous êtes quand même globalement très, 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 très seul. Donc, seul avec vos copies, seul avec vos, vos barèmes, seul avec vos apprentis. Et puis, vous vous retrouvez une demi-heure au déjeuner, quoi. Mais toute la journée, en fait. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta reconversion? Je pense le stress qu'on se met pour qu'il en accouche quelque chose. C'est-à-dire l'angoisse de ne pas trouver, l'angoisse de se dire qu'on ne va pas y arriver, le stress de ne pas être à la hauteur. Voilà. De se dire, oui, on tente, et puis, il y a une possibilité d'échec au bout. Ce qui est une réalité, hein. Ce qui est une vraie réalité. Et autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont reconvertis et qui ont arrêté. C'est une réalité de terrain aussi. Et ce qui a été le plus dur, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et ce doute, il est un peu au fond de vous pendant tout ce temps-là. Et il faut apprendre à le dompter. Il faut apprendre à le cacher un peu pour qu'il ne soit pas un frein, en fait, à votre développement personnel. En fait, c'est ça. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, d'essayer de se dire, non, les barrières, on arrête, on n'y pense plus, mais elles sont là quand même, ces barrières, donc il faut les prendre en considération. Alors, ça peut être des barrières financières, les barrières, effectivement, de société, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Il faut prendre du recul, hein, sur ce que les autres pensent de vous. Il faut être assez fort, hein, quand même, pour se reconvertir. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il fallait être fort dans sa tête et pas lâcher, quoi. Parce qu'il y a 3000 raisons qui peuvent vous faire lâcher. Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus facile? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des choses très, très faciles. Mais par contre, il y a eu des magnifiques découvertes. Dans ce qui a été le plus facile, moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout réseau, par exemple. Mais alors, pas du tout. Et mon mari me disait, mais vas-y, va au-devant des gens, va leur parler, va. Je suis là, mais non, mais je suis timide, mais non, mais c'est pas moi et tout. Et moi, c'était très difficile pour moi. Et au final, je l'ai fait. Donc, c'était pas facile, mais ça a été d'une immense richesse parce que dans l'humain, en fait, il faut capitaliser sur l'humain. Voilà, c'est tout, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a aussi le plus aidé dans ton parcours? Le bilan de compétences, quand même, m'a beaucoup aidé. Et finalement, si je dois retenir vraiment qu'une chose, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Chacune, à leur manière, en fait, m'a apporté un petit bout d'elle. Et ce petit bout, ça peut être une phrase, ça peut être un moment, ça peut être un livre, ça peut être un conseil. Vraiment, mais plein de manières extrêmement différentes. Mais en fait, toutes ces rencontres, et il y en a eu beaucoup, elles font que je suis là aujourd'hui, sincèrement. Un immense bienfait, une immense surprise. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial. Vraiment. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours? Je suis quand même fière d'être allée au bout. Et puis me dire que cette transmission, en fait, que je recherchais, je l'ai trouvée. Vouloir, en fait, être proche des gens, vouloir les aider à avancer, à trouver leur place. Alors moi, c'est les jeunes, mais il y a plein d'autres métiers passionnants, je suis sûre, où on peut aider d'autres tranches de la population, on va dire. Mais je suis quand même fière d'être allée au bout de mon idée. Et puis, qui sait, ne jamais dire jamais. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose. Voilà, il peut se passer plein de choses dans la vie. Et donc, non, ouais, je suis contente d'avoir trouvé ma place et de pouvoir aider, du coup, d'autres personnes à la trouver aussi. Je pense qu'il y a vraiment un sentiment de redonner ce que j'ai vécu aussi. C'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs ce petit guide et qu'on a créé cette collection de guides pratiques sur la reconversion professionnelle, justement, avec Fouché, la maison d'édition Fouché, et Nicole Robert, qui est une coach justement en accompagnement et en transition professionnelle. Et c'est aussi une forme de transmission, de pouvoir
témoigner du chemin, comme on l'a fait là d'ailleurs, toutes les deux. Et oui, je suis contente. Je suis contente voilà, d'avoir pu le faire et de pouvoir aujourd'hui le raconter. Est-ce que tu veux justement nous parler un petit peu de ce guide et de cette collection ? Oui, alors c'est une collection de petits guides donc pratiques d'accompagnement à la reconversion. Nous en sommes à notre 6e guide. Et donc, on est parti sur un livre papier qui, en fait, vous propose de vous aussi remplir, par exemple, et noircir un petit peu les pages de ce guide pour pouvoir vous comprendre et vous trouver, si je puis dire. Et ce petit guide, c'est un petit guide d'accompagnement qui dit vraiment que quand on veut y aller, il faut y aller, mais il faut y aller accompagné, et voilà. Alors justement, quels seraient tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui aimerait aujourd'hui se reconvertir mais qui n'ose pas sauter le pas ? Alors, c'est exactement ça. Sauter le pas. Il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut beaucoup se préparer. C'est-à-dire que c'est un long processus. Alors, il faut être patient avec soi-même. Il faut être exigeant avec soi-même parce que ça demande de l'implication, de l'engagement, beaucoup d'engagement. Il faut sortir de sa zone de confort, très honnêtement. Moi, je vous le dis, j'étais pas très réseau. À un moment donné, il faut y aller. Donc, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'exigence, beaucoup de travail. Il faut des rencontres. Il faut il faut anticiper. Il faut comment dire, il faut creuser. Il faut accepter de se mettre à nu. Et vraiment, je pense que c'est essentiel d'avoir des points d'accroche en accompagnement, que ça soit un blog, un livre, une personne, enfin voilà. Mais je pense qu'accompagner, c'est quand même important. Et est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous conseiller pour aider une personne qui souhaite se reconvertir ? Alors, il y a effectivement le vôtre déjà, celui que vous proposez dans votre société, Ma Révolution Pro. Alors, il y a des applications aujourd'hui aussi qui font pas mal je pense à Switch Collective ou à ce genre d'applications qui sont bien faites, qui proposent aussi des accompagnements plus ou moins personnalisés d'ailleurs, parce que ça peut se faire en groupe aussi. Il y a plusieurs manières d'aborder la reconversion. Il y a des livres, il y a aussi des podcasts, effectivement. Je pense au blog Les Déviations, que tu connais peut-être. Voilà, il y a pas mal de testimonials qu'on peut retrouver aussi. Je pense que comprendre le parcours des personnes et les écouter en parler, c'est très important. Ça permet de se projeter aussi. Donc voilà, des podcasts, des livres. Moi, donc le livre « Devenez ce que vous êtes » de Nicolas Pourpin a été très important pour moi, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit mix de différentes sources et des rencontres humaines aussi, quand même. Il faut un ensemble de choses. Eh bien, merci beaucoup Clémence pour ton témoignage que j'ai trouvé extrêmement riche et extrêmement complet. Je pense qu'il va inspirer de nombreuses personnes. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.